Madame, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur Malaika Télévision. Bonjour à tous et bienvenue. Info Plus aujourd'hui parle encore une fois du dialogue en République démocratique du Congo avec la proposition qui veut que ces processus soient confiés à l'Union africaine. Alors une question reste posée, est-ce que cela ou cette proposition peut-elle favoriser un consensus en République démocratique du Congo? Nous en parlons aujourd'hui dans Info Plus et mes invités sont déjà là. Charles Mouzavou, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent sur Malaika en Cinéma et bonjour à notre Johnny Ngala, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur ces plateaux d'Info Plus sur Malaika Télévision. Merci beaucoup Francine. Merci également à Charles Mouzavou qui est en face de moi. Quoique convalescent, nous sommes là. Vous devez nous pardonner quand même par rapport au timbre vocal qui est tellement entamé avec l'état de notre santé. À Lubumbashi, il fait froid, il y a trop de poussière, voilà pourquoi beaucoup de gens sont tombés malades, la fièvre, la toux, la grippe, voilà, ça va passer. Alors déjà, on commence par la proposition Charles. Le président Tshisekedi va rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. On va lui demander pourquoi tu organises pas les élections, il va répondre. Écoutez, moi je suis dans le processus d'organiser un dialogue, les opposants ne s'entendent pas, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais rester, je vais attendre jusqu'à ce que l'opposition sera réunie afin d'organiser un dialogue. Et voilà, c'est le temps qui passe, et si le temps passe, c'est le président qui reste en fonction. Et voilà, et ainsi de suite, il n'y aura pas d'élection. Alors Johnny, vous pensez que cette proposition, elle est uniquement pour politique? Bon, la proposition de voir l'Union africaine parrainer le dialogue entre Congolais pour pallier à la crise politique qui secoue actuellement le pays, je pense que c'est aussi de droit du côté de l'opposition de pouvoir suggérer ou solliciter que l'Union africaine puisse jouer à la médiation. Mais je me suis toujours posé la question, parce que ce n'est pas la première expérience du genre pour voir l'Union européenne diriger ou jouer à la médiation des négociations au pays. Rappelez-vous, le dialogue intercongolais de Sun City était aussi facilité et convoqué par l'Union africaine conjointement avec les Nations Unies, qui était à l'époque présidé par Kofi Annan, qui avait mandaté son émissaire qui était l'ancien Premier ministre sénégalais Moustapha Niasse, et les facilitateurs de l'Union africaine étaient l'ancien président botswanais Ketumi Lemassire, et le président en exercice de l'Union africaine à l'époque, c'était le président sud-africain Thabo Mbeki. Mais avec ce dialogue de l'Union africaine unie, que la RDC a eu à connaître, où nous sommes aboutis, il nous avait amené plutôt à un format d'un gouvernement de 1+4. Et par après, qu'est-ce qui est arrivé en dehors des élections, ça et là, mais on a constaté que la situation sur terrain n'avait pas tellement évolué avec l'avènement des CNDP de Laurent Nkunda. Il y a eu encore un autre dialogue, parrainé par l'Union africaine. Cette fois-là, c'était le dialogue de 2017, 2016-2017. L'Union africaine est allée de succès en succès. Oui, avec Edem Ngojo qui était mandaté encore par l'Union africaine. Vous savez très bien, l'opposition au pays avait boycotté toutes les résolutions, quoique ces mêmes résolutions de dialogue de l'Union africaine organisée à Kinshasa avaient donné lieu à un gouvernement d'union nationale ayant comme Premier ministre Sami Badibanga Tita. Mais fort malheureusement, cela n'avait pas abouti toujours à un consensus. Il a fallu que le dialogue puisse être coordonné ou être dirigé comme médiation par la CENCO. C'est cette fois-là qu'il y a eu le gouvernement qui a donné lieu même à l'organisation des élections, et par après on a connu une alternance. Moi je trouve que ça serait très bien que l'opposition s'appuie beaucoup plus
sur la Senco par exemple. Comme je l'ai dit à Charles tout à l'heure. Bon, le problème c'est que ça tout dépend de l'agenda de chaque camp politique. Aujourd'hui, même si nous parlons de l'opposition, elle est plurielle. Elle ne parvient pas à converger autour d'un idéal. C'est-à-dire qu'il y a une partie... Oui, parce qu'aujourd'hui, si nous avons la C64, avant la C64, il y avait la Mouka. Après la Mouka, Martin Fayoulou a donné naissance à une autre coalition, Camp de la Patrie. Après Camp de la Patrie, il y en a plusieurs. Donc, chaque leader de l'opposition a son agenda, bien que ils sont en train de vouloir le départ de Félix Tshisekedi, mais les ambitions sont tout autres selon le camp politique. Alors, moi j'ai toujours pensé ceci, tant que l'opposition politique congolaise ne parvient pas à s'organiser, c'est-à-dire respecter la loi de 2007 portant fonctionnement de l'opposition en République démocratique du Congo, cette loi qui veut voir l'opposition être organisée en ayant un leader, un chef de file qui doit donner un mot d'ordre, une ligne de conduite à suivre. Je pense que ça sera très difficile parce qu'en face, ils ont un adversaire, le régime, qui a un leader bien connu qui trace une ligne de conduite, mais en face, l'opposition qui pense ou qui présume prendre le pouvoir, mais n'arrive pas à converger autour d'un idéal dont un leader est comme chef de file qui doit donner une ligne de conduite. Voilà, nous donnons la parole à Berthier qui traînait encore dans les couloirs et qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Berthier, bonjour. Bonjour madame, bonjour également aux co-débatteurs. Bonjour. En République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous pensez de la proposition qui estime que ce processus devrait être donné ou devrait être organisé par l'Union africaine? C'est des propositions, des primes abord, des positionnements, parce que ici, n'oubliez pas que chaque positionnement, qui veut dire ici chacun nage dans le sens d'atteindre ses objectifs. Comme l'a dit Johnny. Voilà, parce que ici, n'oubliez pas que ce sont des cartes politiques qui se jouent pour ne pas perdre la rencontre ou le match même. Parce que ici, vous voyez également l'idée que ce dialogue-là, le dialogue organisé en interne ou à l'externe, c'est quoi la finalité de ce dialogue? Parce que l'union, je reviens, j'ai fait un backup, c'est que il n'y a pas très longtemps qu'on a invité je peux dire les belligérants. On a appelé le Rwanda, cette fois-là c'était en Angola. Le Rwanda avait boycotté. Pourtant, initialement, l'agenda prévoyait à ce que le Rwanda prenne part aux discussions qui présageaient pratiquement la paix en République démocratique du Congo. Quand vous voyez l'idée du dialogue, de tout ce qu'il y a comme discussion, c'est pour préserver la paix et aussi asseoir la bonne démocratie qui a déjà, il y a quelques années, démarré en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, Francine, regardez le dessin tel qu'il s'est fait, c'est le C64 qui regarde dans son sens, il y a l'opposition qui reste pratiquement à l'extérieur des frontières de la République démocratique du Congo, qui par moment rétorque pas en conformité avec les clauses où c'est que les C64 arrêtent. Donc ça fait déjà, ça donne une matière à réflexion. C'est quoi l'intérêt ou l'objectif de l'opposition dans cette démarche? C'est là que j'ai rejoint de quelle Johnny. opposition vous parlez? Je parle quand on parle de l'opposition, outre sa diversité, outre sa pluralité, on voit que c'est une opposition qui fait front à l'actuel régime ou au pouvoir en place. C'est cette opposition qui a cet objectif de pouvoir prendre le contrôle ou conquérir même le pouvoir. C'est de cette opposition que je vous parle ici. Alors, pourquoi le choix de l'Union africaine selon vous? Le choix de l'Union africaine, il faut comprendre que c'est dans un contexte premièrement où on parle de la sous-région. Et quand on parle de la sous-région, c'est-à-dire une partie de la sous-région qui est la République démocratique du Congo est guettée par cette insécurité du point de vue démocratie
ou du point de vue sécurité. C'est comme ça que l'Union africaine voudrait prendre les choses en main pour restaurer la paix, pour aussi asseoir la bonne démocratie dans cette partie de son entité qui est menacée. Voyez-vous, c'est ça l'idée de l'Union africaine. Mais madame, il faut comprendre aussi que trop d'accords tuent la souveraineté. Lorsque tout le monde veut aller à l'extérieur, c'est pour aussi gober les décisions de l'extérieur. N'oubliez pas que ça sera des concessions. Et dans les concessions, c'est-à-dire vous ne serez jamais satisfait totalement. D'où aujourd'hui, il est à projeter que même si ils allaient à l'Union africaine, il y aura toujours des contestations. Tout le monde ne pourra pas accepter les résolutions de ces assises. Mais peut-être qu'ils auront raison. Pas du tout, pas du tout. Parce que les résolutions ne mettent toujours pas tout le monde d'accord. Les résolutions donnent une partie de votre demande en contrepartie aussi, en tenant compte aussi des réclamations ou revendications de l'autre partie. Donc quand on y va, c'est pour céder aussi à l'autre. C'est-à-dire qu'on y va sur les 100%, on dit on prend en compte vos 30%, on prend en compte le 30% des résolutions des autres et vous faites une immixtion qui pourra ou n'est pas amener le pays vers son objectif. Donc, vous entendre parler, un problème des Congolais doit être géré par les Congolais eux-mêmes. Je salue l'argumentation de Berthier, c'est une bonne argumentation, mais je pense à mon niveau, la crainte de la coalition, c'est de ne pas voir, par exemple, des têtes ne pas venir participer au dialogue. Parce qu'on veut parler de l'inclusivité du dialogue, on veut voir tout le monde. On veut voir leur crainte c'est par rapport à leur sécurité. Oui, exactement, parce que c'est quelqu'un qui a déjà été condamné au pays. Joseph Kabila a été condamné, on ne le voit pas venir à Kinshasa, débarquer comme ça avec ses valises et venir participer à un dialogue, entre guillemets, inclusif. Je ne vois pas, parce que déjà du côté du pouvoir en place, on veut, limiter le dialogue. C'est-à-dire, il y a des têtes qui doivent être là et des têtes qui ne doivent pas être là. À entendre les gens qui l'entourent. Mais le ministre Mouyaya et les autres ministres qui interviennent sur la question, je crois qu'ils veulent limiter la participation des dialogues à une certaine classe de personnes. On veut voir Fayoulou, on veut voir Kabound, mais on ne veut pas voir Joseph Kabila. Puisque je pense que ce sont le protagoniste même dans cette histoire. L'objectif du dialogue devrait plutôt être de pacifier d'abord le pays. Aujourd'hui, même si le président, il lui reste 1 année, 2 ans, c'est bien et beau, il doit terminer son mandat, mais il ne peut pas terminer son mandat avec un pays à moitié. Exactement. On ne peut pas terminer un pays à moitié, un pays qu'on dirige avec 24 ou 23 provinces seulement. C'est-à-dire, la RDC doit retrouver sa souveraineté. On ne peut pas avoir de provinces qui sont prises par la rébellion. C'est-à-dire, on accuse le président, l'ancien président Joseph Kabila, d'être derrière la rébellion de la FCM 23. À ce niveau, il devra venir dire pourquoi il est en train de soutenir ou pourquoi il fait la rébellion. C'est ça même la quintessence du dialogue. Venir dire exactement qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est quoi que tu reproches, par exemple, au pouvoir de Kinshasa, qui a fait à ce que tu puisses prendre les armes et financer Corneille Nangaa et consorts à venir faire la guerre aux propres frères ou aux Congolais. Je pense que c'est ça. Donc, on va laisser, par exemple, l'organisation du dialogue entre les mains de l'Union africaine. C'est question de permettre à tout le monde d'être là. On choisirait un pays où tout le monde devra venir. Et même le pouvoir de Kinshasa qui sera représenté, et même les Katumbi et les autres, autour d'une même table pour discuter. Je ne vois pas les choses de cet œil-là, malheureusement, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pas le premier dialogue organisé en République démocratique du Congo, par surcroît, dialogue qui a conduit, ou des dialogues qui ont conduit au dispatch du gâteau. Mais c'est les dialogues qui est la solution au problème de Congolais maintenant. S'il te plaît, Charles. Et c'est ce même dialogue-là qui a fait à ce qu'il y ait encore des mécontents. Tout ce que vous voyez, tous ces gens que vous voyez, ce sont des mécontents. Certains ne sont même pas opposants. Même certains de la majorité ne sont même pas du parti au pouvoir philosophiquement parlant. C'est parce qu'ils y trouvent du beefsteak. Voyez-vous? Donc, ici, il faut voir les choses dans le sens où nous avons besoin d'un Congo qui évolue, mais n'est pas rentrer dans un cercle vicieux. Alors, le cercle vicieux, pardon madame, c'est organiser le dialogue et subir toujours les mêmes conséquences.
Et les conséquences en question, c'est laisser la population à l'écart. Il y a dispatch du gâteau, ce sont les membres des partis politiques qui se retrouvent et le pays ne se développe pas. Pourquoi ne pas créer un système qui va rester, je dirais même, la figure même que la République démocratique du Congo, à laquelle pourra recourir en cas de telles situations pour évoluer, par exemple. Créer un modèle propre à la RDC. Voilà, créer un modèle propre à la RDC. C'est-à-dire, même si, dès aujourd'hui, même s'il y a des problèmes, quiconque se retrouverait dans ce genre de critères ne prendra pas part au dialogue. Quiconque se retrouverait, par exemple, dans les critères X, prendra part au dialogue. Je ne vois pas Là, pourquoi, nous allons voir. je ne vois pas pourquoi on s'oppose au dialogue. Parce que je pense que Moi, je ne m'oppose pas au dialogue. L'unique Moi, je sais solution, que- l'unique solution Charles, pour s'il que... te plaît, tu m'as arraché la parole. Non, allez-y, pendant que allez-y. je l'avais. Allez-y, Laisse-moi finir. Allez-y. Alors, moi, je ne suis pas... Il peut aussi réagir. Oui, mais je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre le dialogue. Le dialogue, d'abord, est dans les veines, dans le sang des Congolais, parce que palabrer, c'est notre culture. Mais il faut comprendre ici que nous avons besoin d'évoluer. Est-ce que nous allons évoluer avec les mêmes choses? Évoluer, Si c'est nous quand les voulons- fils nous de filles de voulons ce pays évoluer, sont ensemble autour si d'une nous table. devons évoluer, nous devons éviter la routine. Il faut marcher sur des principes d'évolution. Et les principes d'évolution veulent à ce qu'on respecte ce qui est déjà écrit. Non pas exempter certains toujours, que ce soit un dialogue qui est confondu à une blanchisserie, pendant qu'il y a des gens qui croupissent dans des prisons. Alors, Berthier, Voyez-vous, je vous donne un exemple. Revenons à l'Union africaine. Oui. Qu'est-ce qu'elle apporterait de différent par rapport à l'initiative qui est exclusivement nationale? C'est là que je vous ai dit que ce sont des cartes qui se jouent, ce sont des bonnes guerres. Des bonnes guerres dans le sens où, avant la Sauvons le Congo, était collé aux prêtres catholiques, aux prélats catholiques. Pourquoi changer encore des dispositions pour solliciter l'Union africaine? La neutralité. Je trouve que dans tout ça, il n'y a rien de neutralité. Ils ne comptent que sur des intérêts de leur camp, des intérêts particuliers. Parce que l'opposition qui était derrière les prélats catholiques, aujourd'hui, plonge dans le sens d'aller solliciter la médiation de l'Union africaine. Qu'est-ce que l'Union africaine va donner comme solution aux problèmes congolais pendant que les Congolais eux-mêmes ne sont pas à même d'en discuter, de se dire franchement de quoi il s'agit? C'est quoi que nous voulons? Une petite phrase. Johnny l'a dit, ce ne sera pas pour la première fois que nous faisons recours à l'Union africaine pour des consultations, des dialogues ou des rencontres. Charles, vous ne pensez pas que cette fois-ci, les Congolais peuvent faire exception? Non, je ne pense pas. On a besoin ici de la neutralité. Pour que, comme Berthier l'a dit, on veut voir dans la même direction, que le Congo évolue, que le Congo se développe. Pour que le Congo, là, se développe, il faut que le fils de ces pays se rencontrent autour d'une même table, même 20 fois encore, il n'y aura pas de problème. Que les gens puissent se parler en face et se dire des vérités en face. Et qu'on puisse s'entendre afin d'évoluer maintenant. Et dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, quels seraient les objectifs, selon vous, d'un tel dialogue organisé par l'Union africaine du Congo? Merci beaucoup, madame. Je pense que dans ma note introductive, je l'ai évoqué ici, que ce n'est pas une première expérience du genre. Je me rappelle aussi la conférence nationale souveraine. Lorsqu'elle avait été convoquée, c'était l'église catholique avec l'archevêque Moussengo Passigna qui était comme facilitateur. Et ces assises avaient duré plus d'1 année. Et par après, il y a eu la mise en place d'un parlement qui avait été voté par la conférence nationale souveraine, ainsi que un premier ministre qui était Etienne Tshisekedi. Et lorsque le moment était venu pour appliquer ces recommandations ou ces résolutions de la conférence nationale souveraine, il s'est posé un problème. Le maréchal s'était farouchement opposé jusqu'à jouer au débauchage, prendre Faustin Birindois pour le nommer Premier ministre et puis mettre en place une autre constitution et un autre parlement qui lui avait... Et dans le contexte actuel, Et dans le contexte actuel, je voulais juste illustrer les faits par rapport à l'histoire du pays pour bien comprendre dans les contextes dans lesquels nous nous retrouvons actuellement. Et aujourd'hui, l'histoire se répétant toujours, je suis en train de voir
l'opposition sait perdre un peu à mi-parcours. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une bonne coalition au niveau de l'opposition. C'est très important. Il y a pas mal d'acteurs ou des leaders de l'opposition également, qui autrefois, lors des élections de 2006, même 2011, étaient des candidats présidents de la République. Est-ce que tous ces leaders qui sont aujourd'hui autour de l'ancien chef de l'État ont-ils déjà renoncé à leurs ambitions de devenir un jour président de la République? C'est une question. Voilà pourquoi dans d'autres pays, l'adhésion dans un parti politique n'est pas autorisée à tout le monde comme nous les voyons ici chez nous. Donc c'est sélectif. On doit sélectionner qui doit entrer dans la vie politique d'un pays. Voilà, c'est tout ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Mais le dialogue, que ce soit présidé ou conduit par l'Union africaine ou par la SENCO, ça va profiter au régime en place. Expliquez-vous. Parce que, je m'explique, parce que le régime en place, jusqu'à preuve du contraire, conduit les navires. S'il advenait que l'Union africaine, qui gère l'Union africaine? Quels sont les organes décisionnels au niveau de l'Union africaine? C'est la conférence des présidents constituée des chefs d'État et des gouvernements. Et la majorité des chefs d'État au niveau africain, il y en a qui ont des mandats, qui ont des constitutions, qui ont des constitutions qui ne limitent pas des mandats. Il y a des chefs d'État qui ont brillé par l'élection de troisième mandat ou la violation de leurs constitutions respectives. Alors, cette même Union africaine, c'est elle, auprès d'elle plutôt, que l'opposition fait recours afin d'organiser ou de jouer à la médiation des dialogues. Alors, pensez-vous que les pères de Félix Tshisekedi vont les laisser chavirer pour donner raison à l'opposition? Je ne pense pas. D'où il faudrait avoir un médiateur neutre comme la SENCO, par exemple, dont les preuves ne sont plus à démontrer, parce que je vous ai tout à l'heure évoqué le cas de 2016 avec le dialogue de la SENCO qui aboutit à l'alternance en République démocratique du Congo. Donc, penser que l'Union africaine viendra jouer à la médiation et être aussi impartial tel que le pense l'opposition, je pense que ça ne sera pas le cas. Parce qu'il y a aussi cette politique des récompenses. N'oubliez pas, il y a eu en 2022... C'est qui? Pour récompenser aussi Félix Tshisekedi. Je m'explique. En 2022, il y a eu une grande crise politique qui a secoué les Tchad. Et cela a coûté même la vie à l'ancien président Idriss Déby. Mais qui pouvait jouer la médiation pour que la classe politique tchadienne se mette ensemble et passe aux élections? La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEC en sigle, avait confié la mission à Félix Tshisekedi comme médiateur. Et ce n'était pas facile parce qu'il y a eu plusieurs médiateurs qui sont passés par là pour ne rien faire. Et Félix Tshisekedi a réussi à réunir toute la classe politique tchadienne jusqu'à ce qu'ils sont partis aux élections. Et en dehors de cela, il y a eu un grand conflit qui a existé entre l'Égypte et l'Éthiopie par rapport à la construction du barrage sur les fleuves Nil. Voilà. Et l'Union africaine, même l'ONU, avait essayé de jouer à la médiation sans succès. Le barrage de la Renaissance. Voilà. Et lorsque Félix Tshisekedi est président de l'Union africaine, on lui a confié la mission de jouer à la médiation. Je crois que les assises se sont tenues à Kinshasa et il y a eu des solutions, bien qu'ils ne se sont pas mis d'accord par rapport à certains points. Après avoir fait tout ça, au niveau des concerts des nations, il y a toujours une récompense réservée à quelqu'un qui a aussi... Et cette récompense est de quelle nature déjà? C'est ainsi que je vous dis, lorsqu'il y a des négociations, là j'interpelle l'opposition, de ne plus beaucoup plus s'attendre
à la neutralité lors du dialogue surtout. qui va se tenir. Parce que le sujet ici, c'est que l'opposition qui veut que la médiation soit assurée par l'Union africaine. J'ai démontré ici qui sont les organes, quels sont les organes qui prennent des décisions au niveau. Mais la finalité de l'opposition actuellement, je ne vois pas cette Union africaine s'inscrire en faux contre Félix Tshisekedi pour le contraindre à ne plus, par exemple, changer la constitution et partir. Donc, la plupart de ceux-là qui siègent au niveau de l'Union africaine sont des chefs d'État que nous connaissons très bien. Et celui qui est aujourd'hui président de cette Union africaine, c'est l'ami et frère de Félix Tshisekedi, Évariste Ndayishimiye. Alors, au cas où l'Union africaine arrivait à organiser les dialogues, quelles seraient les questions qui seraient traitées en premier? C'est la question sécuritaire ou institutionnelle, où il faut rechercher une approche beaucoup plus globale. La question globale, c'est la stabilité de la République démocratique du Congo, qui passe par plusieurs facteurs. C'est notamment sa démocratie. Quand on parle de la démocratie, on voit la limitation des mandats tout à fait présidentiels. La question politique. Mais aussi l'économie. Parce qu'on parle de la stabilité. Puisqu'il y a un adage qui dit « Fais une bonne politique, je te ferai une bonne économie ». Donc, les deux s'émixent et les deux marchent ensemble. C'est la jambe droite et celle gauche qui doivent naviguer ensemble pour amener la stabilité d'un pays. Mais regardez le contexte de la République démocratique du Congo, madame. C'est une République démocratique du Congo qui sait toujours fixer les ambitions, mais sans pour autant les obtenir. Les obtenir, c'est parer au travers les divisions qui déchirent ce pays. Et ces divisions sont d'ordre... Les divisions à quel niveau? Les divisions au niveau de la politique. Nous voyons par exemple à l'extérieur, quand la partie adverse pose ou dirige bien, on l'acclame. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Vous verrez que tout ce qui est réclamé à l'opposition est contesté par la partie au pouvoir. Tout ce qui est des biens qui sort de la partie au pouvoir est contesté par l'opposition. On dirait que c'est en quelque sorte Dieu et le diable, les esprits qui s'opposent. En République démocratique du Congo, il faut porter l'esprit de développement en s'acceptant. Nous sommes dans une république où les gens ne s'acceptent pas. Nous sommes dans une république où les gens campent tout autour de leur appartenance tribale. Voyez-vous même la configuration des partis politiques. Vous verrez que dans tel parti politique, ceux qui sont majoritairement appartiennent à telle région, à telle ethnie, dans tel autre, c'est ceux d'ici, ceux de là. Vous voyez, dans cette configuration des choses, on ne pourra jamais ficeler une république unie. Et aujourd'hui, ça s'éprouve noir et blanc, qu'il n'y a rien d'intérêt du pays. Ce sont les intérêts particularisés aux niveaux ethniques. Et même quand on parle de ce dialogue-là... Pas au niveau individuel. Mais l'individualité peut porter aussi au niveau ethnique. Voilà, la particularité ethnique peut être avancée. Mais regardez aujourd'hui, qui vont à ce dialogue, entre guillemets, les figures d'époux qui voudraient prendre part à ce dialogue. Qui sont-ils? Quel agenda ont-ils? Est-ce qu'ont-ils l'agenda issu contenant les revendications de la population, ou ce sont des agendas remplis de leurs objectifs politiques? Ici, l'objectif est politique. Il n'y a rien d'objectif d'évolution ou d'objectif économique. Tous vont avec un agenda politique. Comment se maintenir au pouvoir, comment pérenniser notre régime, comment conquérir ce pouvoir. Il n'y a rien de développement en République démocratique du Congo dans ce, entre guillemets, ce dialogue qui se profile ou pas. Alors, à vous entendre tous parler, est-ce qu'un matin, on peut se réveiller dans ces pays et parler dialogue crédible sans adhésion des principales composantes de la politique et c'est possible, oui. C'est possible si seulement, comme Berthier l'a dit, tout comme Johnny l'a également évoqué, que si nous voulons d'abord prôner et mettre en avant l'intérêt de la République démocratique du Congo,
L'intérêt de la RDC, c'est de voir cette population-là vivre bien, en paix, et qu'on puisse pacifier l'Est de la RDC, par exemple, qui est sous la guerre depuis près de 30 à 35 ans maintenant, qu'on puisse voir l'économie de la RDC évoluer, qu'on puisse avoir des infrastructures et tout ça. Si on essaye de mettre d'abord en avant l'intérêt de la RDC, mais on a tendance à croire que, et à voir et à constater même que les opposants veulent d'abord prendre le pouvoir, conquérir le pouvoir et garder ces pouvoirs-là le plus longtemps possible. Puisqu'on veut voir Tshisekedi partir, c'est Moïse qui veut venir comme président de la République, c'est Kabound, c'est Fayoulou, c'est les autres. Si vous leur demandez, est-ce que Kabound est prêt à laisser par exemple Fayoulou devenir président et qu'il le soutienne, je ne pense pas. Tout le monde veut devenir président de la République. C'est ça même le problème, c'est-à-dire on veut d'abord s'enrichir soi-même, son clan, sa famille, et voilà, et on ne veut pas que la RDC puisse évoluer. Moi je pense, le premier objectif du dialogue, d'abord devrait être de pacifier le pays. Que nous puissions mettre d'abord fin à la guerre qui frappe l'Est de la RDC, que nous puissions d'abord mettre à la fin de la guerre ethnique également. Nous savons qu'il y a des problèmes toujours au pays. Les gens de telle tribu ne supportent pas de l'autre tribu. Qu'on puisse mettre d'abord un terme et qu'on puisse réunir ces fils de filles du pays et afin, par exemple, pouvoir revoir la situation politique après. Qu'on puisse d'abord pacifier l'Est de la RDC. Ça, c'est l'objectif premier. Le deuxième objectif, qu'on puisse terminer avec cette histoire de guerre régionale, de guerre tribale entre peuples. Alors, vous ne pensez pas que Charles, quand il parle de réunir, de mettre autour d'une même table tous les fils du Congo pour enfin parler d'un dialogue crédible, vous ne pensez pas qu'il a raison, Johnny? La crédibilité du dialogue, allez-y Johnny. Oui, je crois bien que les dialogues inclusifs, c'est un concept que nous avons déjà connu dans ces pays. Et aujourd'hui, recourir à la même méthode, ça ne dérange pas. Mais est-ce que tout ce monde qui semble aujourd'hui être en exil, les frustrés, et ainsi de suite, sont-ils capables de revenir à la raison et aussi renoncer à leurs actions contre les paisibles citoyens dans la partie est du pays? C'est là où se pose le problème. Moi, je ne comprends plus rien de voir un compatriote au nom de ses intérêts personnels, parce que nous avons assisté ici sur ce plateau, personne ne peut me contredire. La plupart de ceux-là aujourd'hui qui sont dans l'opposition ou bien qui sont partis dans la rébellion, la majorité était aux affaires. Et quand ils étaient aux affaires, vous verrez que leur parsec, les secrétaires particuliers, leur cabinet était constitué des membres des familles biologiques. Vous voyez? Où était la part de la population? Donc, au nom de vos propres intérêts, vous faites recours aux armes pour que l'on puisse vous entendre. Raison pour laquelle, tout à l'heure, je l'ai évoqué ici, pour dire que l'adhésion dans la vie politique du pays doit être tellement assainie pour que toute personne ne puisse pas avoir l'accès d'exercer les activités politiques dans le pays. Sinon, nous allons assister à des catastrophes. Donc, ça sera très compliqué. Alors, aujourd'hui, nous voyons, il y a ceux-là qui sont à l'exil, il y en a qui sont condamnés à mort, ainsi de suite. Mais je pense que ces dialogues, si réellement il doit y avoir lieu, parce que jusqu'à preuve du contraire, on a juste annoncé. Attention, les politiciens sont les grands vendeurs d'illusions, et cette vente d'illusions se caractérise par des maladies ou des pathologies avec des symptômes de contamination émotionnelle. Dans le camp de l'opposition, on voit constater cela par une grande méfiance. Du côté du pouvoir, ça se caractérise par le triomphalisme. De notre côté, nous allons changer par force. Les autres disent écolécaté. Vous voyez, c'est la contamination émotionnelle de cette pathologie de vente d'illusions des politiciens. Alors, comme on a annoncé qu'il y aura dialogue, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de termes de référence, il n'y a plus de canevas d'activité de ces dialogues qui a été rendu public pour savoir qui doit jouer la médiation, parce que le président de la République avait dit que le format du dialogue sera déterminé par les Congolais eux-mêmes. Ça doit se passer où? Alors, pour permettre à tout le monde de prendre part à ces dialogues.
est-ce que, même s'il advenait que les dialogues vont se tenir par exemple au Congo d'en face, ou bien au niveau du Togo, peut-être, je ne sais pas, à Doha, est-ce que cela va contraindre Kinshasa d'élargir ou d'ouvrir la brèche pour que tous ceux-là qui ont été condamnés à mort d'y prendre part? C'est une question qu'il faut se poser. Donc, la meilleure des questions ici, je voudrais que la CENCO, par exemple, même d'autres forces vives de la société civile puissent mener un plaidoyer auprès du pouvoir en place afin qu'il y ait des mesures de décrispation ainsi que la réconciliation nationale afin de permettre que avant tout le monde... Avant d'organiser les dialogues. C'est ça même qui doit servir le préliminaire de l'organisation du dialogue pour permettre que tout le monde participe au dialogue. S'il arrivait que le pouvoir en place restera catégorique pour dire que tous ceux-là qui ont été condamnés à mort ne peuvent pas prendre part au dialogue. Ceux-là qui ont pris les armes contre les Congolais. Contre les Congolais, même si on prenait les dialogues pour les tenir en Ouganda, je ne sais pas, au Burundi, ça sera difficile de voir ceux-là qui réclament que ça se tienne à l'étranger y participer. Ça sera Donc, difficile. il faudrait que même le pouvoir en place puisse aussi réfléchir là-dessus. Question de permettre à tout le monde de participer à ces dialogues, savoir faire en sorte qu'il y ait quand même une sorte d'accalmie, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont toujours les intérêts égoïstes. On n'a pas entendu un politicien maintenant qui parle des intérêts de la population. Les 15 août, date limite, il faut que les dialogues soient convoqués. Maintenant, l'essor de la population est où là-bas? Parce qu'on a célébré ici, commémoré les génocosts. Je n'ai dit aucun opposant y prendra part. Alors, sous d'autres cieux, des pareilles commémorations, tout le monde, les compatriotes se retrouvent pour partager le même douleur. Mais en RDC, ce n'est pas le cas. Il faudrait prendre le pouvoir. Et lorsque Moïse Katumbi prendra le pouvoir, vous verrez Martin Fayulu demeurer toujours dans l'opposition contre Moïse Katumbi. Vous verrez Jean-Marc Kabound toujours dans l'opposition. Et on est où là? On est où là? Berthier Kalukandi. Madame, ça c'est la réaction des... Il faut partir sur des réflexions praxéologiques. Je vous donne un exemple. Joseph Kabila a mis 18 ans au pouvoir. Bientôt, Félix Tshisekedi aura 10 ans au pouvoir. Ça fera 28 ans. Faites votre âge dans les 28 ans. Vous verrez qu'il n'y a pas une politique objective en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, nous sommes avec vous sur cette ville. Qu'est-ce que les politiques définies par ces deux régimes ont contribué dans votre vie durant bientôt 28 ans? Et vous verrez que pendant les 18 ans de Joseph Kabila, je pense qu'il y a plus de 3 dialogues organisés. Il y avait la Saint-Sylvestre, il y a eu Sun City, il y a eu vraiment des assises où ils ont palabré de la politique pour décrisper la tension en République démocratique du Congo. Vous voyez? Alors, moi je me dis aujourd'hui, puisque vous verrez, à titre d'exemple, même certaines figures politiques qui ont fait partie du régime Kabila s'est profiler encore dans l'actuel régime de Félix Tshisekedi. Vous les connaissez. Ils sont les gens. Ouais. Est-ce qu'ont-ils changé de philosophie ou sont-ils venus dans ce nouveau régime avec des agendas blanchis par le Saint-Esprit? Non, ce sont des mêmes personnes qui essaient seulement de s'adapter. C'est une acclimatation qui fait à ce qu'ils puissent survivre. Ils opèrent dans la pérennité de leur personne, s'accrochant tout autour du pouvoir. Vous voyez comment on nuit à cette population? Une même personne qui a prêché Kabila dans la partie est de la République démocratique du Congo, et c'est cette même personne qui prêche aujourd'hui Félix Tshisekedi dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette personne est franche d'abord vis-à-vis de sa propre conscience? Ici, avant de parler dialogue, ça nécessite une conscience propre. Une conscience... Et comment y arriver? Pour y arriver, il faut que la population puisse prendre aussi le problème, la question avec beaucoup d'intérêt.
puisque nous voyons une population attentiste qui n'attend que les résolutions des hommes politiques qui ne constituent même pas 10% de la population de la République démocratique du Congo. Ces politiques-là, si nous devons les dénombrer, ils ne constituent pas 10% de la population, mais qui prennent des décisions qui impactent négativement cette population. Alors moi je trouve que cette population, cette fois-ci, ne doit pas laisser l'homme politique prendre des résolutions sans elle. Il faut que la population prenne la question bras-le-corps pour dire nous devons aussi participer, si pas majoritairement, pour définir notre lendemain. Puisque ici, c'est l'avenir ou le futur de cette population qui demeure hypothéquée. Charles, en dehors du dialogue, qu'est-ce qui pourrait être fait? La population doit être exigeante par rapport d'abord au choix et par rapport à ce qui se passe au pays. Quand vous parlez d'exigence, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire que la population doit exiger à ce qu'il y ait de l'intérêt de la RDC, qu'il y ait de l'intérêt de la population dans ce qui sera fait. Qu'on ne voit pas seulement le même texte qui dirige depuis 1980. C'est la même population qui est utilisée par l'homme. Exactement, c'est la même population. C'est pourquoi je demande à la population de devenir exigeante par rapport au choix d'abord, et puis c'est par rapport au choix, c'est par rapport à ce qui se passe au pays. C'est la même population qu'on voit aujourd'hui avec des slogans « oui je le veux »,« oui je ne le veux pas ». C'est les mêmes personnes à qui l'on donne des pagnes, des chapeaux, à qui l'on paye un peu d'argent pour faire des campagnes « oui je veux changer la constitution »,« oui je ne veux pas changer ». Ce sont les mêmes personnes. Et si la population s'est prenée en charge pour exiger un tout petit peu de l'homme politique congolais, à ce qu'on puisse voir de l'intérêt. Aujourd'hui, je pense dans l'une de nos productions, j'avais entendu Joly dire, on a vu jusque-là aucun opposant demander aux gens d'être sur la rue pour exiger par exemple les rétablissements de courant électrique, les rétablissements de l'eau. Jamais. Pour protester contre l'insécurité urbaine. Je n'ai jamais vu. Mais ils sont le même à demander à la population d'être dans les rues parce que Tshisekedi voudrait briguer un troisième mandat. Parce que Tshisekedi voudrait s'éterniser au pouvoir, mais alors que la population ne vit pas d'abord de ça. La population vit du courant, la population vit de l'eau potable, la population vit de la bonne santé, des infrastructures. Jamais on a vu la population ou un politique ou un opposant venir dire, écoutez, on n'a pas de bonnes routes, est-ce qu'on ne peut pas marcher, aller lire des mémorandums qu'on exige au ministre, des réhabilités de routes, des réhabilités des bâtiments. On n'a jamais vu ça. Je pense que la population devra un tout petit peu se réveiller, et même s'il doit y avoir dialogue, moi je suis pour les dialogues, je l'ai toujours dit dans cette émission, et puis juste pour un dialogue inclusif, on doit voir tout le monde participer au dialogue. Mais dans ça, la population doit également ouvrir l'œil pour dire, non écoutez, ne parlez pas seulement de vous, ne parlez pas seulement des tels qui voudraient également parler de l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est qu'on veut voir la RDC évoluer, on veut voir la RDC se développer, on veut voir à ce que les différents domaines de la vie sociale puissent avancer et que nous ne puissions pas nous plaindre de, par exemple, de manque d'hôpitaux. On a vu la grève ici de médecins pour dire que non, écoutez, dans le secteur public, chaque lundi, les médecins vont recevoir, chaque mardi, ce sont les infirmiers qui vont recevoir. On n'a pas vu les politiciens ou les opposants se plaindre de ça ou demander à la population d'aller dans les rues. Donc, que la population puisse un peu se réveiller pour cette histoire. Madame, pour compléter Charles, qui est dans une bonne voie, c'est que cette population doit comprendre que c'est un Joseph Kabila et un Félix Tshisekedi qui se sont passés pacifiquement le pouvoir, qui ont cheminé un tout petit peu ensemble, et ce n'est pas cette population qui les a divisés. Il n'était pas de la responsabilité de la population de diviser Joseph Kabila et Félix Tshisekedi dans leur coalition appelée CACH. Ce qui les a divisés, c'est le fait que il y a eu des intérêts qui les avaient partagés en son temps. Berthier, à vous entendre tous parler, vous avez parlé de la multiplication des cadres du dialogue, parce que les dialogues annoncés par le président Félix Tshisekedi n'est pas le tout premier au pays. Il y en a déjà eu, je pense, 3 ou 4 comme ça. Bien sûr. Alors, oui. Pour éviter la multiplication des cadres et le chevauchement, comment faire pour ne pas arriver à cela? Il faut respecter la constitution de la République démocratique du Congo. Vous voyez tout ce qui se raconte ici, dialogue. Bien sûr, le dialogue est prévu par la Constitution, mais l'idée de ces dialogues politiques demeure un moyen pour contourner la Constitution. Je donne un exemple, c'est Félix Tshisekedi qui manifeste son vœu, si la population m'est demandé de pouvoir briguer un troisième mandat, je vais rester. Voyez-vous?
les principes constitutionnels pour se pérenniser au pouvoir. Mais dans l'entretemps, ce sont des gens de l'opposition condamnés par la justice qui cherchent au moyen du dialogue de pouvoir se blanchir. Où est la place de la population? Où serait l'intérêt de la population dans tout ça? C'est là que moi je dis, le dialogue est bien beau, nous voulons bien parler, mais est-ce que nous parlons avec des agendas francs? Parce que, je vais me répéter, les agendas ici sont politiques, plutôt que les agendas qui vont dans un sens de développement, dans un sens d'impactation de l'économie pour que la population puisse survivre. Aujourd'hui, le sac de farine coûte déjà au-delà de 10 $, au-delà de 15 $. Mais pourquoi ne pas en parler? Est-ce que c'est tout le monde qui a cette possibilité de pouvoir se payer? Madame, jusqu'aujourd'hui, 60 ans après, les mesures-là de capacité, SIPA, Méca, Méca, ça existe. Comment on appelait le truc là jaune? J'ai encore oublié. Saut. Ça, Il y a le non, saut. il y a Quaker. Quaker. Vous voyez, ça existe. Il existe encore des Kankopo et Amafuta sur la ville de Lubumbashi. Il y a des gens qui vivent. des petits sachets de braise. Mais pourquoi ne pas en parler? Ils amènent le débat plus loin, ils excentrent le débat. On peut le marcher débat contre ici, ça. c'est la population. Ouais. Mais Le voyez-vous, débat, c'est la population. une famille qui vit tous les jours 10 personnes en mangeant le condiment, il est kuna ni Kankopo Amafuta. Mais Oui, pourquoi et ne puis, pas en ils parler? sont Mais ils forts. veulent amener le débat très loin. C'est là des questions à débattre. Johnny, Oui, nous sommes déjà derrière les temps. oui, merci beaucoup. Je crois que nous sommes déjà à la fin. La tradition de gouvernance à la culture occidentale appelée démocratie n'est pas compatible à la réalité politique de la RDC. Parce que si vous regardez très bien ce que nous appelons démocratie ici chez nous, ça ne tient pas depuis que nous avons opté pour ce système politique ou de gouvernance. Alors, moi j'ai toujours pensé que la RDC a ses propres réalités. Il faudrait plutôt penser réunir tous les partis politiques ou les leaders politiques afin de réfléchir sur un bon système qui est compatible à la réalité congolaise. Sinon, on a essayé avec ce que nous avons copié ailleurs, au niveau de la France, États-Unis et consorts, mais ça ne passe pas. Pourquoi doit-on toujours recourir encore au dialogue? C'est-à-dire que nous avons mis de côté ce qui est nécessaire, ce qui est idéal pour la gestion de ces pays. Au lieu de faire du copier-coller avec cette tradition de gouvernance étatique à la manière occidentale appelée démocratie, sans montrer des limites. Sinon, nous serons toujours des dialogues en dialogue. Donc, la RDC a des têtes pensantes qui peuvent bien réfléchir et nous donner quelque chose de très meilleur. Et aussi, je voulais dire à l'opposition politique congolaise, il n'est pas dit que si vous êtes un leader de l'opposition, automatiquement, votre lutte vous amènera à la magistrature suprême. Non. Vous pouvez être un opposant à vie. On a vécu ici Etienne Tshisekedi qui était opposant jusqu'à ce qu'il est parti. Il n'a jamais pris le pouvoir. Donc, c'est-à-dire, prendre le pouvoir ou être un président de la République n'est pas synonyme seulement de naviguer en contre-courant dans l'opposition, faire la pression. Non, mais vous pouvez aussi être même dans la société civile, être même au sein du pouvoir, mais un jour choisi ou désigné comme dauphin et briguer la magistrature suprême. Ça, c'est un message à Donc, l'opposition. je pense l'essentiel aujourd'hui pour l'opposition, il faudrait considérer la population. Tout à l'heure, j'ai suivi Charles Bertier, en train d'interpeller la population à faire la pression. Mais la population ici est où le peuple est pris en spectateur pour assister à une bataille des leaders politiques. On ne parle plus des intérêts de la population. Celui-ci se bat parce que mon parti n'est pas agréé. Celui-ci parce que mon parti a été réduit au silence pour ne plus fonctionner. Certains réclament même la vérité des urnes jusqu'aujourd'hui. Mais quelle est la part réservée aux souverains primaires? Voilà la plus grande question. Et c'est là que nous tirons aussi une sonnette d'alarme au peuple détenteur du pouvoir. Méfiez-vous des politiciens. Ce sont les grands vendeurs d'illusions. Une fois au pouvoir, ils vont vous oublier
même ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, il suffit seulement de faire un tour dans leur cabinet. C'est pollué avec les membres des familles biologiques. Mais lorsqu'il faut aller pour réclamer une cause politique, on fait recours aux jeunes délinquants ainsi que les jeunes désœuvrés pour qu'ils accompagnent dans leurs ambitions. Mais une fois atteints les ambitions, on les débarque à côté, on passe maintenant au neveu et au cousin. Donc, peuple congolais, soyez vigilants. Merci beaucoup, Johnny. En un seul mot, dialogue organisé par l'Union africaine ou par les présidents de la République, Félix Tshisekedi. Que faire pour que cela profite à la population? En un mot? Non, je l'ai toujours dit, dans le format actuel des discussions politiques au pays, rien de bon ne sortira pour profiter de la population congolaise. Ça sera toujours le partage des gâteaux et les membres des familles vont en bénéficier. Le jour où nous verrons la classe politique congolaise se réunir pour procéder aux états généraux de gouvernance et de gestion du pays, c'est-à-dire penser au développement du pays, penser à la réhabilitation des routes, des dessertes agricoles, penser à la formation professionnelle des jeunes désœuvrés, c'est les jours-là que nous comprendrons que voilà, aujourd'hui on a pensé à la population et nous serons tellement joyeux. Mais tant qu'il y a des problèmes par rapport à leur formation politique et consorts et leurs agendas, je pense qu'il n'y a aucun intérêt de la population dans tout ce que nous venons d'évoquer ici comme dialogue. Merci beaucoup, Charles. Qu'on mette en avant-plan la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, je pense que aussi que la population se réveille, qu'on puisse aussi faire entendre nos voix. Merci, Berthier. Il faut que cette population mette un accent sur le lendemain. C'est au travers des actions d'aujourd'hui qu'on définit le visage de demain. Aussitôt qu'on est en manque, aussitôt qu'on est oisif, on pleurnichera à tout moment, c'est-à-dire des pleurs qui commencent par l'ancêtre, le grand-père, le père, le fils et puis toute la génération. Il est question aujourd'hui que la population puisse vraiment prendre la chose avec beaucoup d'intérêt, puisque ce pays ne va pas rester en train de servir que des mêmes individus. Que ce pays puisse marcher dans la stabilité. Voilà le tout dernier. Merci Berthier, merci Charles. Je vous en prie. Merci Johnny d'avoir tous répondu à l'invitation des Info Plus sur Malaika Télévision. Madame, Messieurs, merci à tous de votre attention. Ne quittez pas, restez avec nous car le programme continue sur Malaika Télévision.